Soir. Michel Leroyer. Sylvie Erard. Absent. Excusez. Olivier Bourreil. Véronique Clémenté. Guy Midi. Christine Gervais. Absente. À donner le pouvoir à Roland Couché. Roland Couché. Joël Tanguy. Sylvie Sellier. Sylvain Maudry-Lelièvre. Rémi Dujarrier. Yves Salard. Joël Chapelle. Daniel Berthelot. Thierry Gru. Alexis Aubin. Nathalie Géraud. Absente. Marjolaine Crouillot. Pascal Antoine. Stéphane de Bachelet. Présent. Anne Rouleau-Collin. Absent. Anthony Bureau. Absent. Audrey Lamotte. Absent. Angélique Belfort. Absent. Thérèse Lemarchand. Yvon Frémont. Claude Royer. Jackie Clément. José Collado. David Chopin. Antigone Jorgalas a donné le pouvoir à José Collado. Linda Carredo d'Almeida a donné le pouvoir à Claude Royer. Stéphane Autrieux a donné le pouvoir à Jackie Clément. Merci. On va passer à la désignation du secrétaire président, que ce soit Stéphane de Bachelet. Merci Stéphane. Premier point, l'approbation du procès-verbal de la séance du 10 octobre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques, des précisions? Non. Considéré comme adopté. Vous avez eu la liste des délégations signées. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Non. Ok. Avant de commencer l'ordre du jour, une modification de la délibération numéro 12 concernant l'ouverture des crédits en quantité d'investissement au budget principal 2025, une modification du tableau qui a été vu en commission des finances vendredi. Et comme la communication était partie avec le tableau précédent, la rectification est sur table. Et je demande votre accord pour ajouter une question numéro 13 qui concerne la fourniture pour la convention pour la fourniture de repas à l'association Famille Rurale de Briouze. Pas d'opposition pour ajouter cette question. Je vous remercie. Première question à l'ordre du jour, le contrat de location des voitures à pédales et du matériel nautique à la base de loisirs à la JFP Joël Tanguy. Dans le cadre de la saison estivale 2025, il est proposé d'établir un contrat, comme chaque année, sous forme de location-gérance avec l'association Jeunesse Cartoise Bagnole pour les activités paddle, kayak, pédalo, voiture à pédales de type Rosaki et karting. Cette présente convention pourrait être conclue à compter du 29 mars 2025 pour une durée de 5 mois et demi. Une redevance fixée à 7 500 €. Une réduction de 10% sera consentie en cas de taux d'ensoleillement anormalement faible sur la saison estivale, moins de 15 jours. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec l'association JFP ce contrat de location-gérance, d'autoriser M. Perron, son représentant, signer le contrat et les démarches suivies. Merci. Délibération habituelle avec les associations sportives. Questions? Non, on ne va pas. Je vais mettre aux voix les contre, les abstentions. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Je vais la lire. Une précision à la dérive, effectivement, concernant l'association des voitures à pédales. Oui. En ce qui concerne Yvon et moi, on fait partie de la jeunesse cartoise, je pense qu'on n'a pas adopté. D'accord, donc Jackie Clément et Yvon Frémont ne participent pas au vote. Voilà, tout à fait.
Question numéro 2. Concerne, donc je lis le rapport à la place de Sidera. Au sujet de la voie verte de la Ferté-Massé et de son financement. Je rappelle au nom du conseil municipal que par délibération du 8 juin 2020, le conseil municipal a accepté le principe de participer à l'entretien de la voie verte sur le territoire de la commune de la Ferté-Massé contre un montant de 2 € par habitant versé au conseil départemental. Le conseil communautaire, lors de sa séance du 12 octobre 2023, a indiqué que Ferraglo prend en charge l'ensemble des dépenses liées aux mobilités actives, à savoir toutes les dépenses liées aux chemins de randonnée et voies vertes. J'ai donc contacté par courrier le président de Ferraglo, courrier du 3 janvier, pour lui demander d'intégrer dans les dépenses de Ferraglo la part provenant de la commune de la Ferté-Massé, c'est-à-dire 2 € par habitant, ce qui fait une somme de 11 176 € en 2022 et 10 978 € en 2023. Pas de réponse de M. le Président de Ferraglo, donc je passe un courrier à M. le Préfet et à M. le Président du Conseil départemental sollicitant leur intervention pour régulariser cette situation, puisque l'entretien de la voie verte et des voies vertes du secteur de Flers est en charge par Ferraglo. Par réponse, M. le Préfet indique le 12 septembre 2024 que pour que la voie verte de la Ferté-Massé soit intégrée dans la compétence de Ferraglo en entretien des voies vertes, il faut une délibération du conseil communautaire. Il vous est donc proposé de solliciter auprès de Ferraglo l'intégration de la vélo-bocage pour son La Ferté-Briouze, puisque les autres communes entre La Ferté-Briouze font partie de Ferraglo, dans le réseau des voies vertes de son territoire. Voilà. Des questions, demandes de parole? Alors moi, je ne sais pas où vous voulez en venir avec cette délibération, parce que je vois en titre voie verte financement de l'entretien. Bon, alors on a pris l'habitude avec vous des délibérations qui sont présentées sous une forme à la fois partielle et tronquée. Je vais vous expliquer les choses pour la bonne compréhension du sujet, monsieur le maire. Je pense qu'il faut dire les choses dans leur totalité et non pas les prendre uniquement quelques éléments sortis de leur contexte, et notamment la réponse que vous a apportée monsieur le préfet, puisque moi je vais vous citer tout le paragraphe de la réponse de monsieur le préfet. Je voulais savoir par ailleurs si monsieur le président du département vous avait répondu. Ensuite, il faut dire les conséquences d'une telle délibération, parce que vous nous avez déjà fait le coup. Quand vous nous aviez proposé de refuser l'augmentation de l'allocation de compensation de la CLECT, vous ne nous aviez pas dit que finalement il fallait renoncer à la somme qui était proposée, et donc on est revenu sur la somme précédente en matière d'allocation de compensation. Ça, vous ne l'aviez pas dit au conseil municipal de la Ferté-Massé, et du coup on a perdu l'équivalent de presque 40 000 € sur notre allocation de compensation. Donc revenons à la voie verte, parce que j'aimerais exposer un peu l'historique sur ce sujet-là. Vous avez une façon de poser des questions, moi, qui m'interroge, parce que sur la voie verte, est-ce qu'on a intérêt à se dessaisir et à abandonner finalement cette compétence? D'abord, la ville a pris une délibération. Cette délibération, vous n'avez pas abrogée. Et pour cause, puisqu'elle engage la ville directement auprès du département. De plus, sur le plan financier, ça changerait strictement rien. On va le voir juste après. Moi, si j'avais à m'interroger sur la voie verte, je poserais la question autrement. Je la poserais en ces termes: qu'est-ce qu'on veut faire ensemble de cet outil de
de développement au service du territoire et qu'est-ce qu'on veut faire avec Flair-Aglo sur cette voie verte. Sur la voie verte, donc comme sur le reste, la vraie question, c'est pas celle que vous posez. On a bien compris que depuis le début, vous ne voulez rien faire avec Flair-Aglo, puisque vous êtes engagé à sortir de Flair-Aglo, c'était même votre slogan. Mais aujourd'hui, vous le savez très bien, la sortie est impossible, elle est légalement impossible, vous le savez bien. Donc vous avez mis la Ferté-Macé dans une impasse et à chaque conseil municipal, vous avez un sujet de polémique comme celui-là, c'est bien là le problème. Alors pourquoi vous n'en parlez plus là, de cette sortie de Flair-Aglo? J'aimerais bien qu'on fasse le point et vous avez demandé d'ailleurs combien la procédure avait coûté. Il y a plus de 2 ans déjà, ou 2 ans et demi, et vous ne nous avez toujours pas répondu. Alors revenons sur la voie verte et notamment l'historique de la voie verte que vous n'avez pas du tout abordé dans les statuts de Flair-Aglo. Historiquement, la prise en charge de la participation des communes concernées par la voie verte, la celle de la Forge à Donfront, est liée à la fusion de la communauté d'agglomération du Pays de Flair et de l'ancienne CDC de la Varenne et du Houlme en 2013. Et la communauté d'agglomération du Pays de Flair s'est alors substituée à l'époque à la CDC dans ses décisions antérieures. En 2016-2017, donc au moment de l'extension, puis de notre adhésion à Flair-Aglo, les statuts ont fait l'objet d'une refonte et la compétence de Flair-Aglo a été définie de la façon suivante. C'est l'article 7-11 des statuts de Flair-Aglo, action en faveur du développement des itinéraires de randonnée. Et à aucun moment, il n'est question de voie verte. À aucun moment. Flair-Aglo est compétent pour coordonner un plan intercommunal des itinéraires de promenade et de randonnée pour la valorisation des initiatives locales. Deuxièmement, pour l'entretien et l'aménagement sur le territoire communautaire d'un ensemble de circuits au vu d'une délibération du conseil communautaire qui en arrête à la fois la liste et le tracé. Pas une délibération. La participation directe ou indirecte à des itinéraires départementaux, régionaux ou nationaux de type vélo français sur décision du conseil communautaire. Là encore, pas une décision du conseil communautaire, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qu'une commune le demande que la communauté de communes ou la communauté d'agglomération doit décider et reste souveraine sur le sujet. Quatrièmement, la promotion de la randonnée à l'échelle du territoire. Et enfin, cinquièmement, c'est dans les statuts, je termine par là, le financement de l'adhésion des communes au syndicat mixte pour la mise en valeur et l'entretien des anciennes voies ferrées. C'était le cas de l'ancien syndicat, en effet, qui faisait la selle, la Forge Donfront. À cette époque, la voie verte Briouze-Bagnols n'existait pas encore, puisqu'elle a été inaugurée bien plus tard. Et depuis la réalisation de la voie verte, les points 2 et 3, c'est-à-dire les compétences 2 et 3, entretien, aménagement et participation directe à des itinéraires de randonnée, n'ont pas fait l'objet de décisions pour intégrer expressément dans les compétences de Flair-Aglo cette question-là. Et le point 5, j'y viens, l'adhésion des communes au syndicat mixte, sur le point 5, ça ne correspond pas au montage qui a été finalement retenu par le département de l'Orne. Vous le savez bien, moi j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Et comme on n'avançait pas, on a souhaité un syndicat mixte, ça ne s'est pas fait, puis le département a pris la compétence sur l'ensemble des voies vertes du département, en rachetant l'ensemble des éléments des syndicats mixtes existants. Dont je veux parler, c'est celui notamment sur Alençon-le-Theil. Donc c'est le montage du département et Flair-Aglo donc n'a pas compétence pour la participation attendue par votre délibération. Alors c'est pour cela que le département, à l'époque, a bien traité avec chaque commune. Et il a écrit en effet à chaque commune concernée, c'est-à-dire traversée par une voie verte, qui a pris donc des délibérations concordantes. Et ce sont donc bien des communes qui se sont engagées à l'époque, comme nous l'avions fait ici à la Ferté-Macé. Du côté de Flair-Aglo, à ma connaissance, et en tout cas ces dernières années, il n'a pas été envisagé, pas aujourd'hui encore, de faire évoluer la définition de ces compétences. Ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. Je pense que ça doit s'asseoir plutôt sur une politique qui se construit. Par ailleurs, j'en viens à la réponse du préfet maintenant.
quand je disais que votre délibération et vos propos sont à chaque fois sortis de leur contexte partiel et tronqués, c'est presque malhonnête sur le plan intellectuel. Je me suis permis de reprendre le paragraphe complet de la réponse de Monsieur le Préfet que vous citez. Ouvrez les guillemets. La compétence itinéraire de randonnée de Flair-Aglo est libellée ainsi: la participation directe ou indirecte à des itinéraires départementaux, régionaux, nationaux, de type vélo français, sur décision du Conseil communautaire. Et là, il faut continuer la réponse de Monsieur le Préfet. Le Conseil communautaire de Flair-Aglo n'a pas statué sur sa prise en charge des dépenses liées à l'itinéraire départemental Briouze, La Ferté-Macé, Bagnoles de l'Orne. À ce titre, le Conseil départemental de l'Orne a demandé une participation des communes traversées sur la base d'un fonds de concours. Le Conseil municipal de La Ferté-Macé peut donc refuser une telle participation pour la commune de La Ferté, mais cette décision ne rend pas pour autant Flair-Aglo en charge d'une telle dépense. C'est dommage que vous ne l'ayez pas cité dans votre délibération. Et en conclusion, je termine ma conclusion et vous pourrez répondre. Français dans la délibération. Oui, j'en termine. Oui, bien sûr, vous pouvez aller français, mais il faut citer tout le paragraphe. Et je termine en conclusion. Flair-Aglo n'a cette compétence voie verte que pour les anciennes lignes de chemin de fer, parce que historiquement ça c'était le cas et la ligne Briouze-Bagnoles n'existait pas à l'époque. Et elle n'a compétence que si elles sont gérées par un syndicat mixte ou si elles étaient gérées par un syndicat mixte. Le département, en l'occurrence, n'est pas un syndicat mixte. Deuxièmement, même en présence d'une compétence, l'organe délibérant décide souverainement, c'est ce que vous faites quand vous voulez décider de quelque chose ici, des conditions de son exercice. Et elle n'a pas décidé pour le moment de se substituer aux communes traversées. Troisièmement, si le Conseil communautaire décidait, un jour, ça peut évoluer en effet, de se substituer aux communes dans l'engagement qu'elles ont pris seules, sans en référer à Flair-Aglo, à l'époque c'était bien ça, eh bien, un versement de 2 € par an et par habitant au département, ceci viendrait à diminuer leur allocation de compensation à due concurrence du montant, et cela donc ne changerait rien donc sur le financement. Ça, il faut le dire également, c'est la conséquence de la délibération si elle était prise un jour par Flair-Aglo. Enfin, les maires et autres communes concernées ont parfaitement compris les 3 points que je viens d'énoncer. Donc, c'est plutôt une question de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble de cet outil au service du territoire et non pas se décharger sur l'aglo comme c'est l'objectif de cette délibération. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, on prend un peu les éléments. D'abord, une délibération du Conseil communautaire du 12 octobre 2023. Vous étiez présent, vous avez délibéré favorablement à cette question posée sur le remboursement des frais du budget transport au budget général. Il est indiqué dans cette délibération, actuellement, le budget principal de Flair-Aglo prend en charge l'ensemble des dépenses liées aux mobilités actives, à savoir toutes les dépenses liées aux chemins de randonnée et voies vertes. Ça me paraît clair, c'est français. Toutes les voies vertes. En voyant cet article-là, il semblait logique de se poser la question pourquoi la voie verte de La Ferté-Macé n'est pas prise en charge par Flair-Aglo, puisque Flair-Aglo prend en charge toutes les voies vertes. Voilà l'objet qui a incité à faire cette démarche. Démarche, je ne redis pas, qui a fait l'objet de courrier à Flair-Aglo, je n'ai pas eu de réponse, c'est normal, et de la précision de Monsieur le Préfet qui indique c'est une décision du Conseil communautaire. Qu'est-ce que la délibération reprend? Je dis de solliciter auprès de Flair-Aglo l'intégration d'un vélo français pour son financement La Ferté-Briouze dans le réseau des voies vertes de son territoire. On demande à Flair-Aglo de délibérer. Si Flair-Aglo ne délibère pas, on continue sur la situation actuelle. Voilà. Et donc l'objet de la délibération, c'est vraiment demander l'intégration de la voie verte de La Ferté dans l'ensemble des voies vertes entretenues par Flair-Aglo, ce qui me
semble cohérent, mais bon, c'est pas ça. Vous évoquez la délibération qui a été prise par laquelle on a refusé l'attribution de compensation, la régularisation. Le montant exact de ces 38 760 €. On a refusé. Pourquoi on l'a refusé? Parce que, en même temps, il manque 85 568 €. Ce qui veut dire que si on avait accepté la délibération, on a accepté de perdre les 85 568 €. Voilà pourquoi le vote a été négatif sur l'attribution de compensation. Vous incitez à ce que on crée la polémique. La polémique, elle est pas créée par nous. On a des éléments qui vont dans le sens d'une position de Ferraglo qui ne nous convient pas. La régularisation sur la voie verte, ça me semble un sujet important. On n'a pas de réponse de Ferraglo, on n'a pas de réponse de Ferraglo, c'est comme ça, et c'est tout. Dernier conseil municipal, on a évoqué l'office de tourisme. Il a été proposé de demander une réunion, on n'a aucune réponse, rien du tout. Donc c'est toujours cette position de non-réponse de Ferraglo que l'on a. Vous voulez des éléments sur la sortie, je vous rassure, les démarches continuent. Les démarches continuent et avancent, pas aussi vite que je voudrais, mais ça avance. Voilà, donc tant qu'on a de l'espoir, on continue sur cette voie-là. J'étais encore la semaine dernière au ministère, si vous voulez tout savoir, et donc on continue là-dessus. M'accuser de malhonnêteté, je ne sais pas qui on peut accuser de malhonnête. Moi, j'essaie de donner tous les éléments tels qu'ils sont dans les documents et dans les chiffres que j'ai aussi. Malhonnêteté intellectuelle. Ouais. C'est le raisonnement. Il y a des choses dans la totalité. Voilà ce que je voulais dire. D'autres interventions? Je vais mettre au vote des votes contre, des abstentions. Adopté, je vous remercie. Question suivante, le guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Monsieur Broyer. Monsieur le maire, je rappelle au nom du conseil municipal que la communauté Ferraglo a ouvert le guichet numérique des autorisations d'urbanisme des déclarations d'intention d'aliéner DIA le 1er janvier 2019 à toutes les communes membres de l'agglomération via un prestataire. Le CGU a été approuvé par le conseil communautaire de Ferraglo le 11 octobre 2018 avant la mise en service du téléservice et du dépôt d'une note pour autorisation d'urbanisme. Les communes, en tant qu'utilisateurs, doivent néanmoins confirmer l'avenant annexé à la présente. De nouvelles dispositions réglementaires et juridiques présidentielles applicables justifient la nécessité de modifier le CGU. Dans cet avenant numéro 2, le CGU modifié, annexé à la présente, seront mis en ligne dès leur approbation. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 des conditions générales d'utilisation et du guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Merci. Les grandes interventions. Je n'en vois pas. Des votes contre. L'abstention. Adopté, je vous remercie. Question suivante, l'acquisition d'un Fab Lab. Monsieur le maire, informé du conseil municipal que dans le cadre de la démarche Notre école faisons ensemble, lancée par le Conseil national de fondation CNR, une vaste concertation a été ouverte sur tout le territoire français, associant les équipes pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées volontaires, mais aussi les familles, les élèves, les élus locaux, pour
représentant l'association Acteurs du tissu associatif pour une perspective de liberté et d'innovation des équipes portées par une dynamique collective. Monsieur le maire précise que le projet Fab Lab à l'école, présenté par les écoles publiques fertoises, a été retenu par la commission d'examen des projets pédagogiques présidée par le recteur. Dans le cadre de ce dispositif, l'État s'engage à verser à la collectivité, dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique, une subvention d'un montant de 6 965 € pour couvrir les dépenses prévues dans le cadre de ce projet pédagogique. Monsieur le maire ajoute qu'afin de définir les engagements respectifs des parties, il y aurait lieu donc d'accepter de conclure avec l'Académie de Normandie une convention de financement. Monsieur le maire ajoute que le plan de financement de cette opération est composé comme suit: dépenses pour l'acquisition du Fab Lab 6 965 €, recettes de l'Académie de Normandie 6 965 €. Merci. La proposition d'acquisition du Fab Lab a été financée ce soir avec une subvention de l'Académie. Y a-t-il des questions? Non, je n'en vois pas. Je vais mettre au vote. Les votes contre. Abstention adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Mention de mise en œuvre du dispositif petit déjeuner et moyens. Pour rappel, la stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté adoptée par le gouvernement en 2018 prévoit d'encourager dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté sociale la distribution de petits déjeuners sur le temps périscolaire ou scolaire selon le choix des écoles de la commune. Ce dispositif peut participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité des apprentissages scolaires. À cet effet, il est prévu la mise en place de ce dispositif au sein des écoles publiques fertoises au titre de l'année 2024-2025. Selon les modalités d'organisation et de mise en application, ce dispositif pourrait être opérationnel à la rentrée 2024, les lundis et jeudis. L'État s'engage à prendre en charge 1,30 € par élève et par petit déjeuner. Cette aide permet de composer gratuitement un petit déjeuner composé d'un laitage, d'une céréale, d'un jus de fruits et d'une boisson. La présente convention est conclue pour l'année scolaire 2024-2025. Merci. Convention quand même plus l'an dernier. Y a-t-il des demandes de parole? Oui, monsieur Frémont. Dans le prix de journée des hors communes, les 1,30 € étaient pris dedans. Maintenant, ça va venir en déduction, le petit déjeuner. Parce que dans le prix qu'on a voté au dernier conseil, on avait un prix assez élevé par élève. Et si maintenant il y a 1,30 € de pris en charge, on pourrait supposer qu'il faudrait baisser le prix, vu que c'est l'État qui prend 1,30 €. Bon, ça fait pas une grosse incidence, je ne veux pas faire comme l'ancien maire d'à côté qui ne nous payait pas les repas parce qu'il nous avait fait diminuer chez nous le prix du lait. Allumez votre micro parce qu'on n'entend pas. Oui, je veux dire, je vais pas. C'est une boutade parce que ça me rappelle un truc, le maire d'à côté qui ne payait pas ce qu'il devait à la commune pour les frais de scolarité, nous avait fait diminuer le prix du lait qu'on donnait aux enfants. Alors c'était un peu fort de toucher, il faut le dire. Alors on peut dire 1,30 €, c'est peut-être. Voilà, je ne vais pas faire du miette, mais quand même, est-ce qu'il faudrait diminuer le prix de journée d'1,30 € vu que c'est l'État qui donne 1,30 €? C'est tout, c'est tout. Le dispositif existe déjà, hein, donc il est déjà en place et on touche déjà 1,30 € par petit déjeuner. Donc c'est pris déjà d'avec du compte de ça. En plus de ça, le prix de journée, quand on calcule pour les élèves, là, il n'est pas concerné le 1,30 € et le petit déjeuner, parce que là on est dans la structure de restauration. D'accord. On est calculé dans le coût de la restauration. Ce qu'on ne demande pas aux communes. Ça ne rentre pas dans le
coût de la scolarisation des enfants. Autre question? Bon, je vais mettre en voie contre, abstention, adopté, je vous remercie. Question suivante, convention d'objectifs et financement de la accueil de loisirs sans hébergement. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que suite à l'arrivée à échéance de la convention relative à la mise en place du projet éducatif de territoire, PEDT, document représentant l'organisation des différents temps scolaires et périscolaires mis en œuvre par la collectivité, il aurait lieu de procéder à la reconduction de la convention du 5 octobre 2021 et à la labellisation du plan mercredi par voie d'avenant pour les 3 années à venir. Le plan mercredi repose sur la promotion d'une démarche qualitative et volontaire qui se concrétise par le respect d'une charte d'attribution d'un label de qualité par l'État. Ce cadre de référence comprend 4 axes: complémentarité éducative, inclusion de tous les enfants, valorisation du territoire, qualité des activités périscolaires. Les enjeux de ce PEDT sont les suivants: garantir la continuité éducative entre les différents temps de l'enfant, apporter à l'enfant des repères et des connaissances lui permettant de grandir et de se construire comme personne et citoyen. Les équipes d'animation auront à se référer au PEDT 2024-2027 et revoir les projets pédagogiques des différents temps périscolaires, accueil maternel et élémentaire. Monsieur, Je crois qu'on a première page. Non. Pas grave, c'est la fête. Ouais, ça va. Il a fait, on a Monsieur le maire précise que le présent avenant entrera en vigueur à effet rétroactif à partir du 1er septembre 2024. Merci. Donc il y a une inversion dans les générations sur la mise en place du PEDT 2024-2027 et du plan mercredi. Qui demande une précision de parole? Non. Je vais mettre vote contre, abstention, adopté, je vous remercie. On va passer à la question numéro 6, convention d'objectifs et financement avec la carte, subvention d'accueil de loisirs. Je l'ai bien souligné. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération du 30 septembre 2021, l'Assemblée délibérante acceptait de conclure avec la CAP de l'Ordre une convention d'objectifs et de financement pour les prestations de services accueil et loisirs sans hébergement, périscolaire et bonus de territoire, CTJ. Ce document permettait de définir et d'encadrer les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services susvisés. Ces mesures visent à renforcer les démarches inclusives avec le complément inclusif ALSH qui permet de renforcer l'accueil des enfants et des adolescents en situation de handicap et la possibilité de financement du développement d'activités dans les accueils via le bonus des territoires CTJ qui pourra être versé à compter du 1er janvier 2024. Il est proposé donc d'accepter de conclure avec la carte de l'ordre l'avenant de la convention d'objectifs et de financement pour la prestation des exercices du centre de loisirs. Merci. Si c'est des délibérations habituelles, des demandes de précision. Je vais mettre au vote, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Question numéro 8, convention de financement de la rénovation du complexe sportif. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que par courrier en date du 2 octobre 2024, la région Normandie nous informait de l'octroi d'une subvention de 30 310 € pour le financement de la rénovation du complexe sportif au stade Gaston Mellon
pistes d'athlétisme et mains courantes. La présente convention prendra effet à compter de la date apposée par le dernier signataire et arrivera à échéance 6 mois après la date limite de remise des pièces justificatives de paiement, soit le 23 mars 2030. Monsieur le maire rajoute que le plan de financement de cette opération est décomposé comme suit. En dépenses, donc 151 550, en recettes de l'État 26%, la région Normandie 20%, le département de l'Orne 20%, la Fédération française de foot 8% et l'autofinancement pour la ville donc de 25%, soit le total de 151 550. Merci. Convention à l'État et la région pour le financement des travaux du stade. Des questions? Questions? Je vais mettre en voie pour le contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Question suivante. Question numéro 9. Le protocole d'assurance santé communale avec la société AXA France. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'afin de permettre aux usagers de bénéficier de avantages lors de la souscription du complémentaire santé d'une mutuelle communale pourra être mise en place avec l'avis de la Ferté-Massé au profit de ses habitants en partenariat avec la société AXA France Épargne et Protection. En effet, dès 2012, il a été constaté le fait que 3,3 millions de Français ont renoncé à souscrire un contrat de complémentaire santé, voire même à pas se faire soigner pour des raisons économiques, les tarifs des contrats individuels de complémentaire santé étant trop élevés. Cette action d'amélioration permettrait ainsi de faciliter l'accès à la complémentaire santé et notamment de satisfaire les besoins de couverture santé pour une population éloignée de l'accès aux soins. Monsieur le maire ajoute que la mutuelle communale est réservée aux seuls habitants de la commune sous réserve de l'envoi d'un justificatif de domicile attestant de leur qualité de résident selon les conditions du formule au contrat. Outre cette limitation, une condition de notice pour en bénéficier. En se regroupant, les adhérents du mutuelle communale pourront bénéficier de tarifs préférentiels. Les habitants souhaitant souscrire à cette mutuelle préférentielle pourront également bénéficier d'une remise sur les différentes formules proposées ainsi que sur le ou les modules choisis à hauteur de 20% pour les personnes âgées de plus de 60 ans, 20% également pour les travailleurs non salariés agricoles ou non agricoles et 10% pour les autres habitants. Dans le cadre de ce partenariat, la collectivité s'interdit de fournir des listes de candidats sous quelque forme que ce soit, s'engage à informer la population du protocole par ses moyens de communication habituels, ne peut en aucun cas procéder à la présentation de contrats ou d'opérations d'assurance. Enfin, M. le maire précise qu'à compter de l'acceptation formelle de cette proposition, l'offre AXA France sera proposée aux habitants pour une durée de 12 mois. Et donc, c'est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure cette convention. La convention est en annexe. Merci. Convention pour les complémentaires santé qui permet de faire bénéficier aux habitants de la Ferté-Massé de réduction sur les tarifs. Type des demandes de parole. Monsieur Collado. Pourquoi ça plus qu'une autre société ou compagnie? Vous avez peut-être expliqué, mais je n'ai pas saisi. Est-ce que le choix était déterminé par quelques critères? Absolument, le choix a été déterminé par quelques critères. À notre demande, on souhaitait travailler. La première démarche, c'est que c'est les seuls qui nous ont sollicité dans un premier temps pour la société AXA. Et ça, très très tôt. C'est-à-dire quasiment un mois après notre émission.
À l'époque, ça ne convenait pas en termes de proposition, notamment parce que la proposition n'incluait pas une agence locale. Et un des critères essentiels pour nous, c'était qu'il y ait une représentation locale de la société. C'était essentiel pour nous parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas gérer ça par informatique ou se déplacer sur une commune. En plus de ça, c'est pratiquement les seuls qui remplissaient les critères et qui ont répondu à l'offre. Juste pour compléter, on a été contacté par une autre société. Mais pour l'instant, il n'y a pas l'engagement de la société pour avoir une permanence sur la commune. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas passé cette convention-là. Si les choses avancent avec cette autre société, on passera une convention. Mais ça nous semble important d'avoir une présence sur la commune pour les personnes qui n'utilisent pas Internet ou autre que disponible. D'autres questions? Non. Je vais donc mettre au voie des votes contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Question suivante qui peut être apportée par Sylvia concernant la fusion des cellules commerciales de la place Leclerc. Donc une proposition de convention avec la foncière de Normandie, partenaire pour l'aménagement des cellules commerciales, de la cellule commerciale qui regroupe les deux commerces de la place Leclerc. Donc vous avez la convention en annexe et le plan de financement de l'opération avec les participations de l'État qui du fonds vert de 232 413 €, la région Normandie 121 146 €, la foncière de Normandie 100 025 €, 23 la partie autofinancement pour les logements pour la ville à 190 560 € et l'autofinancement pour les parties commerce à 96 000 €. Il vous est donc proposé d'accepter de conclure avec la foncière de Normandie la convention de partenariat relative à l'opération, d'approuver les termes de la convention de partenariat susvisée et l'indivision 51-49 de faveur de la foncière de Normandie pour une durée qui durera 6 mois après la fin de l'année parfaite d'achèvement. L'enveloppe budgétaire de 87 102 € correspond à la part de la commune sur l'aménagement du commerce et de m'autoriser à signer la convention à intervenir. Une demande de précision. Monsieur Collet. Oui. Vous aviez eu un projet de paravent sur un moment donné, au moment de l'acquisition, donc ça j'ai bien compris que c'était terminé, j'imagine, non? Ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Ou est-ce qu'il y a d'autres projets pour les commerces? Sur la question des logements, c'est compliqué d'habiter des logements au-dessus des commerces, hein. La plupart d'ailleurs ici sur la rue d'Aubry sont vacants. J'ai bien compris qu'ils allaient être rénovés, mais il y a un certain nombre de contraintes lorsqu'on habite au-dessus d'un commerce. Je ne sais pas comment vous concevez le projet, mais j'ai vu fleurir, je pense que tout le monde a vu ces panneaux verts parfois sur les locaux que vous avez achetés ici ou là. Et on s'interrogeait sur, si je me souviens bien, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça. Donc, voilà, je pose la question, qu'est-ce que vous faites aussi des autres locaux qui ont été achetés et qu'on ne voit pas évoluer? Et sur celui-ci en particulier, quelle est la destination commerciale que vous aviez au départ? Le projet Baravin est toujours d'actualité. Le porteur de projet avancera dans sa réflexion, ce sera un Baravin ou autre chose. L'aménagement du commerce pourra être utilisé pour d'autres activités. Si la base de l'aménagement prévoira cette partie d'aménagement nécessaire à un bar, restaurant ou autre. Voilà, concernant les logements, ils vont être rénovés. Avec un accès indépendant du commerce. Donc c'est primordial, si on
on peut les louer parce que la majorité, comme vous dites, des commerces qui sont situés au-dessus des commerces, des logements pardon, qui sont situés au-dessus des commerces, ont l'inconvénient qu'il faut traverser le commerce pour accéder au logement. Là, il y aura un accès indépendant pour les deux logements et des logements qui seront rénovés, donc qui pourront être loués compte tenu des travaux notamment d'isolation qui pourront être réalisés dans ces logements. Concernant les autres immeubles, il y en a 36. Voilà, il y a l'immeuble Châtel. On vient tout juste de signer l'acte d'acquisition et on va avancer sur la rénovation de cet immeuble-là, avec les bailleurs sociaux ou pas, avec d'autres partenaires ou pas. Mais on va déjà protéger cet immeuble-là et puis avancer sur le montage de l'opération. D'autres précisions? Monsieur Clément? Mettre en marche effectivement que la juste une question concernant, parce que là on a fait l'acquisition des deux biens il y a quelques mois pour plein de 110 000 €. Plus près du micro, s'il te plaît. Pardon, plus près du micro. Merci. Donc oui, il a fait l'acquisition des deux biens effectivement pour une valeur de 110 000 €. Indépendamment de ça, qui paye les taxes foncières concernant ces différents biens et quel est le montant? Il y a un règlement de copropriété. Donc les charges sont affectées à chaque copropriétaire, notamment la taxe foncière. Sera affectée à la foncière de Normandie pour sa part et à la ville pour sa part. Voilà. D'autres questions? Non, je vais mettre vote contre. Les abstentions. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Décision modificative numéro 4. Considérant la nécessité d'effectuer de nouveaux ajustements des crédits en dépenses de recettes dans les sections d'investissement et de fonctionnement pour couvrir de nouvelles charges des recettes, M. le maire propose aux membres du conseil municipal de procéder aux ajustements détaillés dans l'ADM numéro 4 présenté comme suit. Ajustement budgétaire suivant la section d'investissement, dépenses d'investissement, augmentation de 3 500 € pour l'hôtel de ville, pour des travaux supplémentaires. Deuxième point, augmentation des travaux supplémentaires pour le marché couvert, 5 000 €. Augmentation d'opération parking de la gendarmerie, 5 000 €. Achat en informatique, copieur et téléphonie pour le service RH, 2 500 €. Régularisation d'écriture au chapitre des opérations pour compte de tiers, 2 500 € concernant le fameux pont de Bruyères, passé en écriture d'ordre au lieu de réel. Réduction du chapitre des opération 300, autotravaux au moins 16 000 €. C'était donc pour les dépenses d'investissement. En recette d'investissement, régularisation de l'écriture pour le pont des Bruyères. Réduction du chapitre 21, virement section de fonctionnement. Alors, on avait augmentation du chapitre 40 à 73 307 et on a la réduction du chapitre 21 du même montant pour l'équilibre de la section. En ce qui concerne la section de fonctionnement, dépenses de fonctionnement, augmentation au chapitre 42 qui est fameux 73 307 et réduction du même montant au chapitre 23. Et augmentation au chapitre 12, charges à caractère général de 101 600 € pour travaux supplémentaires. Augmentation au chapitre 11 des charges à caractère général de 80 000 €. Diminution au chapitre 65, autre charge de gestion courante de 80 000 €. Compte 65 du PUP. Et diminution de 101 600 € pour équilibrer de l'opération précédente. Troisième point, d'approuver la non-nécessité d'ajustement des chapitres d'ordre 0,40, recettes d'investissement, et 0,42, dépenses de fonctionnement. En effet, ces chapitres sont négatifs car ce dépassement provient des écritures relatives à la cession de l'ex en trésorerie qui n'est pas nécessaire de compenser. Vous avez les textes
en référence tout de suite après. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 4 du budget Ville. Merci. Aussi qui a été vu en commission des finances la semaine dernière. Des questions? Non. Donc je vais mettre au vote des votes contre, des abstentions. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Sur numéro 12, ouverture de crédit anticipé d'investissement. Considérant que sur la base de ces dispositions et jusqu'à l'adoption du budget 2025, M. le maire peut, sur l'autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans une limite du quart du crédit d'investissement ouvert au budget de l'exercice 2025. Considérant que le montant éligible à prendre en compte correspond à la somme du crédit ouvert à la section d'investissement du budget primitif, en déduction fait des crédits nécessaires au remboursement de la dette, des restes à réaliser, de report et des dépenses imprévues. Et troisième point, en application d'un ratio d'un cap de 25% de son montant. Le tableau que vous aviez eu, il n'était pas bon, c'est celui qui a été mis sur table, qui est le bon. Je reprends les chiffres que je viens de vous indiquer au niveau du principe, c'est-à-dire le total des dépenses réalisées, le total des restes à réaliser, l'emprunt et dette assimilée. On a donc le total du DRI et c'est 25% de ce montant-là qui est autorisé pour les avances de crédit d'investissement. En attendant le vote du budget. Très bien. Sujet également vu en commission des finances. Y a-t-il des questions? Non. Je vais mettre au vote contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Et question supplémentaire des conventions pour le fourniture de repas à l'association Famille Rurale de Mulhouse. Ce voyez. Convention sur table, monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qui a lieu de conclure avec l'association Famille Rurale de Mulhouse une convention pour la production et la fourniture de repas à destination exclusive des conservateurs de l'association pour les périodes de vacances scolaires. La présente convention a pour but d'établir des modalités et conditions de mise en place et l'élaboration et la livraison des repas préparés par le service de restauration municipale de la commune pour l'association des familles rurales de Mulhouse. Monsieur le maire précise que la facturation des repas sera effectuée mensuellement par émission d'un titre de recette. La révision du prix des repas sera effectuée chaque année au 1er septembre. La présente convention est consentie pour une durée d'1 an, renouvelable annuellement par tacite reconduction de même durée, sauf dénonciation par des parties avec un préavis de 3 ans. La convention est en annexe. Merci. Convention pour fournir des repas à l'association pendant les vacances scolaires, puisque c'est des centres de loisirs. Des questions, M. Collado? Une question sur l'impact que ça peut avoir sur le personnel, notamment de notre restauration, sachant que c'est pendant les vacances scolaires, justement, et notamment sur sa disponibilité. Alors, ça a été étudié, bien évidemment, ça a très peu d'impact en termes de nombre de personnes qu'il nous faut, d'autant que c'est pendant les vacances scolaires. C'est ça qui est peu impactant. Ça n'a pas d'impact sur le matériel qu'il faut acheter. Tout le reste est géré par l'association de famille rurale. Le transport et les repas. Du coup, la convention, elle était sur table. Est-ce que le nombre de repas est indiqué ou pas? Je n'ai pas le temps de vous dire. Non, le nombre n'est pas dans la convention parce qu'il peut varier. On a repris programmement la convention qui nous lie avec le guide Vendin depuis peut-être à peu près 20 ans, qui fonctionne très très bien. Le nombre de repas a été estimé à 3000 repas pour l'année, ce qui est pas négligeable. Le prix du repas sera le même que ce qui est fait à le guide Vendin, c'est 4,88 €.
livré, enfin pris sur le quai du restaurant. Il y aura un supplément sur le repas parce qu'il va y avoir une dizaine d'adultes, donc le prix adulte est un peu plus élevé parce que les parts alimentaires sont plus élevées. Tout simplement. Et c'est l'association Famille Rurale qui nous règle directement. Ce n'est pas les parents, ce n'est pas la collectivité. D'autres questions?